épisode sur l'actualité au 1er février 2026. L'enregistrement est un petit peu plus en retard qu'à l'habitude. J'ai eu une fin de semaine assez intense en formation, donc ça a un peu décalé mes choses. Bref, commençons avec les Shameless Puck. 25 et 26 février, le Secure. Carl Pervert est maintenant fermé. Nous sommes en train de diffuser les différents conférenciers qui vont faire partie de l'événement. 2 panels super chouettes. Yvan Fournier qui va venir parler des avancées gouvernementales. Bref, beaucoup de choses, beaucoup de discussions, beaucoup d'espace à l'échange. Donc, venez participer. 31 au 2 avril, InCyber en Europe. Le 4 au 17 avril, BotConf, toujours en Europe. 28-29 février, CyberEcho, Cyberconférence, lequel je vais participer. Puis je vais encore cette année renouveler l'expérience d'enregistrer des podcasts. NordSec, le 9 au 17 mai. Même chose, je vais renouveler l'expérience d'enregistrement des podcasts, prendre un panel sur scène comme l'an dernier et d'autres entrevues individuelles. Ça va être super chouette, j'ai très hâte. Le Styx, pour me rappeler ça, pour l'ancrer dans ma tête, pour ne pas oublier de m'inscrire quand les choses vont ouvrir. Et le 19 septembre, le B-Side, en quel cas aussi, je vais participer une nouvelle fois au B-Side, panel, encore, conférencier, chouette, vraiment. Vraiment très chouette de pouvoir participer de cette façon-là aux différents événements au Québec. Commençons avec les nouvelles. Première section, l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment gros, c'est vraiment massif. Encore une fois, toujours. J'ai 2 sous-sections très importantes. La première, c'est The Leaky One. C'est essentiellement plusieurs nouvelles qui relatent le fait que en général, la plupart des setups de l'intelligence artificielle sont disponibles rapidement. Le premier, c'est le Moldbook, par exemple, qui, sa base de données n'est pas sécurisée, un peu comme T. Ça avait été le cas. Ça fait que c'est plein de gens qui se précipitent sur le marché avec aucune connaissance en cybersécurité, aucune connaissance de base, et se précipitent de cette façon-là avec des choses qui sont assez effroyables en termes de portée sur ce que ça peut permettre de fuiter. Celle-là étant pas étant la pire, le Moldbook, parce que c'est vraiment juste un genre de setup étrange pour tester comment les agents AI fonctionnent entre eux autres. Mais il y a d'autres éléments de fuite qui ont eu lieu cette semaine, dont une application de conversation sur laquelle c'était pas bien sécurisé en arrière-plan, des conversations d'enfants avec des jouets qui ont du AI dedans. Donc, touchez pas à ça, c'est poison, puisque la configuration de sécurité permet facilement de transférer d'un à l'autre. Et dernière nouvelle de cette notion-là, c'est un des personnes dans l'administration Trump. En fond, ça n'a pas d'importance, mais ça démontre à quel point cette administration-là n'a aucune connaissance des bonnes pratiques cybersécurité, ne respecte rien, a essentiellement mis des fichiers sensibles dans la version publique de ChatGPT. Donc, on voit à quel point il y a une énorme insouciance de cette administration-là sur la protection des données. Clairement, ils n'ont pas l'éducation et la sensibilisation nécessaire qui s'accompagnent normalement d'un poste de cette importance-là. Clairement, ça ne les habite pas dans ce contexte-ci. Deuxième sous-section, c'est le Uncontrolled One. Ce volet-là, c'est plus sur le fait que le déploiement des agents AI, notamment le Moldbot, OpenClaw, Claude, Code et tous ces éléments-là vivent dans nos entreprises, vivent sur nos postes de travail, vivent justement le OpenClaw est un exemple. De façon non contrôlée, accès à nos informations. Ces agents-là sont sûrement pas sécuritaires, même si dans certains cas ne fonctionnent que dans le local, peuvent causer des problèmes et peuvent briser tout le fonctionnement. C'est pas des produits qui sont matures encore et l'accès doit être énormément contrôlé. Le cas de Claude Code, par exemple, ignore les directives qui lui sont données de ne pas aller toucher à des fichiers. Il ne le respecte pas. C'est le fonctionnement même de ce que les agents sont. Donc, à la place de donner des directives à l'agent, on devrait littéralement bloquer l'accès à ces agents-là. Et c'est peut-être un peu le défaut qu'on a. On pense que c'est des humains qui vont respecter les règles ou c'est des scripts qui vont respecter les règles. En l'occurrence, la réponse est non. Clairement, je me demande comment à ce jour, on n'est encore pas capable, après 3 ans d'usage assez important de ces technologies-là, qu'on ne comprenne pas encore cette façon de fonctionner du AI et à quel point on pense qu'on est capable de contrôler ou on est capable de faire autre. Ça me fascine énormément. Bref, c'est très dangereux. Dans les réseaux d'entreprise encore plus, puis surtout dans les cas qu'on va avoir avec OpenClaw dans des réseaux d'entreprise qui vont scanner l'ensemble du poste et retourner toutes ces informations-là et pouvoir les faire fuiter et toutes ces informations confidentielles-là qui peut manipuler ou peut poser des actions dans le contexte d'entreprise. C'est très préoccupant. Donc, soyez très prudents avec ces technologies-là. C'est encore très immature comme technologie. Vu dans la première chose dans le Leaky One, dans lequel il y a
aucune connaissance de cybersécurité des gens qui développent ces objets-là. Donc, on s'expose notre information personnelle à des choses qui sont très dangereuses, très peu maîtrisées. C'est des jouets. Et considérer ça encore comme des jouets, il y a encore une bonne maturité à obtenir d'ici à ce qu'on puisse vraiment utiliser de façon très mature et très robuste ces technologies qui sont très intéressantes, mais on n'est pas encore rendu là. Fin de la deuxième sous-section, sinon c'est Vibecom Sicari Ransomware. Celle-là est très intéressante puisque c'est un ransomware qui de toute apparence été codé en vibe coding et le problème inhérent à ça, c'est que la clé de chiffrement qui normalement est supposée être donnée une fois qu'on a payé la rançon, mais le code lui-même l'efface, donc ne permet même pas de récupérer les informations. Donc, on voit que même les malveillants ne sont pas capables d'utiliser correctement le vibe coding. Ils font tout et à peu près n'importe quoi de choses qui sont littéralement nuisent à leur modèle d'affaires. Mais bref, c'est fascinant. Mais c'est un autre exemple de cas où c'est très dangereux. Il faut être très prudent avec ces technologies-là. Ça n'est pas mature. Même si c'est chouette, même si ça brille, il faut quand même avec toutes les mesures d'encadrement qui sont nécessaires. Une compagnie fait une démonstration qu'on trouvait 12 vulnérabilités dans OpenSSL. Dans ce contexte, puis l'article, ou en tout cas le blog est intéressant pour démontrer qu'il y a comme un appui, il y a comme une relation entre les humains qui sont là et le AI, qui est un aide à trouver des problèmes. Donc, ça vient amplifier. C'est un peu à contrario de ce que le bug bounty de Curl de l'autre semaine dans lequel les autres se sont retirés parce que dans leur environnement, ils en recevaient trop. Dans ce cas-ci, comme c'est eux qui contrôlent le fait du AI dans ce cas-ci, donc sont capables de mesurer et d'aller jusqu'à ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est vraiment utile dans leur cas, ce qui leur sont spécifiques. C'est très intéressant de ce côté-là. Ça permet d'arriver à une amélioration. Donc, on va voir ces technologies-là émerger et je suis très enthousiaste à voir que ça pourrait se passer de cette façon-là et donc de nous amener à aller plus loin, mais d'une façon contrôlée et bien maîtrisée par des gens qui savent essentiellement ce qu'ils font dans ce cas-ci, qui ont une éducation d'algorithmie, qui sont capables de réfléchir correctement dans un contexte d'intelligence artificielle. Kevin Beaumont a publié sur Mastodon une critique, puis je n'ai pas le lien autre que sa publication, qui dit qu'essentiellement Amazon entraîne ses modèles AI avec des photos de pornographie juvénile, de un, et que Microsoft aurait laissé fuiter ces données d'entraînement sur un blob dans l'autre. Donc, c'est très préoccupant, ces éléments-là. À savoir que tout le volet de pornographie et pornographie juvénile est comme très, très lié avec comment le AI fonctionne à l'heure actuelle. C'est très préoccupant parce que ça cause des problèmes très importants et ça vient m'ajouter des biais qui sont quand même assez significatifs dans ces objets-là. Je ne sais pas à quel point ça l'a, mais bref, ce n'est pas très chouette comme chose. Donc, c'est vraiment pas très chouette. Je suis un peu dérangé, en tout cas, je suis beaucoup dérangé, au même titre que je serais dérangé avec Grok, de savoir que de ce genre de choses-là se retrouvent dans les données d'entraînement, mais je suis également très dérangé. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est N8N. Désolé, mon anglais n'est pas très bon ce matin. Donc, d'autres séries de vulnérabilités, c'est encore une démonstration que ces technologies sont pas matures. C'est des gens qui développent avec une faible connaissance de la cybersécurité. Donc, soyez très, très, très prudent dans ces outils-là, même si celui-là est très utile pour créer des workflows très rapidement avec du AI. Mais en l'occurrence, le fait qu'il n'y a peut-être pas une maturité très élevée au niveau de personnes qui développent ces outils-là, ben, ça l'amène des soucis comme ceux-ci avec des vulnérabilités critiques qui peuvent être même compromettre vos systèmes. Bref, soyez très prudents. Encore une fois, avec le AI, dans le fond, bref, le grand message, c'est prudence. Et il y a des choses qui sont fascinantes là, de mes yeux. Là, je dirais, le fait que la base de données soit accessible. En tout cas, bref, tout ça est paranormal, mais bon, bref, c'est comme revivre les années 90 où on recommence en cybersécurité de zéro. Ce sont très particulières. Section suivante, souveraineté. Petite section cette semaine. L'Iran va probablement bloquer de façon relativement permanente l'accès à Internet pour ses citoyens, sauf pour ce qu'on appelle l'élite. Donc, ils vont contrôler, ils vont avoir une forme de Internet 2 tiers. C'est pas sans rappeler ce qui se passe en Corée du Nord et c'est pas sans rappeler ce qui se passe en Chine également. En Corée du Nord, ils ont vraiment développé des services internes et dans le cas de la Chine, le Grand Muraille, ils ont des services équivalents à les services qu'on a en Occident sur Internet. Donc, c'est balkanisation, je l'avais mentionné, j'avais donné
la présentation de Frank Desert qui avait donné au Secure il y a quelques années, justement, sur cet élément-là. C'est un peu triste. C'est en train de se passer pour de vrai. Donc, on est en train de déconstruire tranquillement le rêve de grande unité mondiale. Il est en train de se défaire. Puis, probablement que l'instabilité géopolitique actuelle n'est pas étrangère à cette situation-là qui déstabilise un peu les choses. La France veut se débarrasser de l'ensemble de ces logiciels de vidéoconférences qui sont basés aux États-Unis pour un équivalent en France. Donc, tous les services publics vont commencer ou ont déjà commencé à migrer vers des services qui sont localisés en France. Donc, c'est intéressant de voir des gestes concrets qui sont posés comme ça. La France parle beaucoup. Là, c'est le fun de voir agir sur ce qu'ils mentionnent, donc de voir ce mouvement-là et voir comment la réaction des grands hyperscalaires va se faire dans ce contexte-là, puisque Microsoft appuie énormément sur ces éléments-là pour son modèle d'affaires et d'autres compagnies des hyperscalaires également. Donc, ça va bousculer un peu l'état des choses, voir comment tout ça va se dérouler. C'est très fascinant de voir le changement de paradigme qu'il y a depuis la dernière année. C'est très intéressant. J'aime beaucoup observer ce genre de choses-là comme étant un spectateur extérieur à ce genre de choses-là, que j'ai pas tant d'a priori que ça. Mais dans les mesures où on pose des questions, il faut avoir les bonnes définitions et les bonnes choses. Dernière nouvelle de cette section-là, pour atteindre l'espèce de souveraineté au niveau des infrastructures d'intelligence artificielle, Gartner mentionne que ça va prendre 1% du GDP qui va servir à financer ces infrastructures-là. On est en train d'aller vers là. La France est un bel exemple puisque Mistral est une belle démonstration. J'ai l'impression que d'autres pays vont suivre. Un des avantages mentionnés par Gartner, c'est le fait que l'entraînement ou la personnalisation dans les différents pays va avoir des résultats beaucoup plus précis pour les éléments culturels de chacun des pays. Au lieu d'avoir un modèle qui lisse de façon internationale, ben là, on va avoir des modèles qui sont mieux adaptés à chacune des localités, chacune des cultures. Fait qu'il y a quand même du bon là-dedans, mais ça va être intéressant de voir la quantité d'argent que ces pays-là veulent investir dans ces infrastructures-là en opposition avec le fait que les grands hyperscalers ou les grands centres de données investissent des sommes colossales à l'heure actuelle en intelligence artificielle. Saison suivante, privacy, il y en a un peu plus cette fois-ci, c'est d'ailleurs un peu troublant à certains égards. Premier, c'est un cas devant la Cour suprême qui va justement aller sur le fait que les pixels de tracking. J'aime beaucoup la façon que les lois américaines sont faites puisque c'est une loi sur le fait qu'on ne peut pas divulguer la location de vidéos qui a été utilisée pour justement aller en poursuite pour ce genre de choses-là. Donc, bref, c'est intéressant. Ça aurait été plus agréable de voir une loi sur la protection de la vie privée qui aurait été utilisée. Mais bref, en l'occurrence, c'est une loi sur la protection de la location de vidéos qui a été utilisée pour aller poursuivre Facebook. La Cour d'appel a refusé parce qu'elle disait qu'elle ne qualifiait pas, voir comment la Cour suprême va faire. Fait que ça peut être un sujet intéressant à voir, à débattre à ce niveau-là de la plus haute cour américaine. La Chambre des Lords au UK a voté d'étendre la vérification d'âge au VPN. Je l'ai mis dans Privacy parce que ça l'ajoute une couche en plus de détruire de plus en plus les différents espaces anonymes qui forment Internet. C'est un mouvement de fond. Fait que là, il faut voir comment on fait ça. C'est très dérangeant globalement puisqu'on est en train de tourner dans des systèmes beaucoup plus fermés, des systèmes beaucoup plus surveillés. Donc, on est en train de disparaître. C'est un peu... J'ai pas une sorte d'opinion très forte là-dessus, au sens où ça me dérange parce que j'arrive d'un Internet libre et où on avait justement cette grande liberté-là. Clairement, à certains égards, on n'est pas capable de l'utiliser décemment. Et dans ce cas-ci, c'est justement pour éviter des contournements des lois sur les médias sociaux ou d'autres choses comme ça qui sont mises en place pour arriver là. Donc, c'est un peu un renversement. Puis en même temps, les VPN, à part contourner les règles, ça ne sert pas tant que ça, ou en tout cas de façon aussi massive que ça, essentiellement. Ça, d'ailleurs, le panel Hacklor qui va en parler au Secure à la fin du mois. La constitutionnalité du geofencing ou des mandats avec de geofencing est mise à l'épreuve. Ça va être intéressant de voir parce que c'est quand même des stratégies à la pêche. Donc, la police va demander toutes les cellulaires qui sont localisées dans un territoire défini, ce qui donne la capacité de ramasser beaucoup de gens.
même si on n'a pas rien à voir là-dedans. Puis il y a déjà eu des cas de gens qui se sont fait attraper dans ces mandats-là parce qu'ils se sont trouvés malheureusement à trop de place trop de fois à la même place dans un délai qui les associe de façon indirecte à un crime. Donc, c'est un peu un dangereux ou un raccourci au niveau de la police d'utiliser ce genre de choses-là. Donc, faut rebaliser. Il y a des questions à avoir là-dessus, c'est intéressant. Bref, ça va être testé en cours, ces éléments-là. Kash Patel dit que le FBI devrait enquêter sur toutes les personnes au Minnesota qui utilisent Signal pour traquer ICE. C'est très particulier, cet élément-là, c'est très invasif. C'est un manque de connaissance des règles constitutionnelles américaines, de cette capacité ou cette volonté de voir d'être autoritaire. Je trouve ça un effritement tranquille de différentes règles. Et ce qui amène à la nouvelle suivante où, au Venezuela, considérant qu'on est dans un contexte très tendu là-bas, les gens ont commencé à parler en code, à effacer les différentes conversations. Donc, quand on tombe dans un état oppressif, systématiquement, les gens vont utiliser des moyens de communiquer qui sont alternatifs. Il s'agirait juste de voir, il s'agit juste de voir ce qui s'est passé dans l'ancienne URSS où tous les gens qui étaient dans une espèce de mirage étaient capables de communiquer, coder pour passer les vrais messages et les vrais éléments. Donc, c'est intéressant de voir que, indépendamment de la volonté autoritarisme du pouvoir en place, les gens vont quand même réussir à communiquer de façon masquée entre eux autres. Donc, c'est intéressant de voir cette façon-là s'émerger. Et c'est un rappel que, au-delà de tout ça, c'est pas sain comme société, comme fonctionnement. Donc, il faut avoir un espace de liberté qui est quand même assez grand, dont la Constitution américaine avait prévu le cas qui semble être de moins en moins respecté à l'heure actuelle. Bref. La journée de protection des données, 5 mauvaises conceptions des protections des données. C'est amusant parce que notamment une de ces mauvaises conceptions, c'est l'usage des bannières cookies qui a été utilisé. C'est pas exactement la bonne interprétation qui est faite. Fait que ça est très drôle. Et l'autre, c'est le fait que les amendes viennent dissuader les compagnies ou en tout cas encourager les compagnies à agir de façon plus décente. La réalité, c'est non, on le voit, les procès s'éternisent, ne payent pas. Bref, il y a une limitation à la capacité des lois. C'est intéressant d'aller voir les 5 parce que ça amène quand même un état de réflexion. Puis je pense qu'on est mûr pour avoir une réflexion approfondie sur comment on protège les données parce que clairement, les lois ne s'alignent pas bien avec le résultat attendu ou les technologies ne sont pas bien maîtrisées. Bref. En France Travail a reçu une amende de 5 millions d'euros pour fuite de données. Puis celle-là, je la trouve particulière, je la mentionne parce qu'en temps normal, je n'aurais pas mis de nouvelles sur la mise. Je ne mets pas de nouvelles sur les amendes qui sont reçues par les compagnies, à moins de cas très particuliers. Puis celle-là, ça en est un. Parce que dans les fonds, c'est comme la poche gauche pige dans la poche droite pour pénaliser l'organisation. Ça va juste avoir un effet budgétaire, ça n'a pas un effet réellement dissuasif. Je trouve ça très particulier que 2 entités gouvernementales se tapent dessus dans l'occurrence et avec un résultat qui va être neutre ou ne changera pas les habitudes en l'occurrence. Donc, puis comme je mentionnais précédemment, les amendes au niveau des compagnies privées sont soit provisionnées dans les budgets ou soit c'est mis en place, donc n'ont pas l'effet dissuasif qu'ils devraient avoir. Dans un contexte public comme celui-là, par exemple, je ne crois pas qu'une amende monétaire ait un effet réellement dissuasif sur l'organisation. Et en plus que c'est juste comme de l'argent de singe qui s'échange. Je crois plus que dans un contexte comme ça, on devrait prévoir des pénalités administratives, quitte à avoir des suspensions ou des punitions, voire de l'imputabilité organisationnelle. Parce que dans le réel, une amende comme le 5 millions d'euros se veut une imputabilité organisationnelle, donc les gens vont le payer. Dans un cas d'un organisme public comme France Travail, en tout cas, à ma connaissance, ça je peux me tromper, que c'est peut-être pas un organisme public, mais à partir de c'est un organisme public, de la façon que c'est nommé, place le fait qu'il n'y a essentiellement pas d'imputabilité parce que dans une organisation publique, l'imputabilité ne va pas avec l'argent. Parce que c'est largement connu, parce qu'il n'y a pas de mécanique associée à ce genre de choses-là. Donc, dans un organisme public, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre en œuvre des pénalités administratives face aux décideurs, donc qui sont imputables de cette débâcle-là qui a eu lieu. Donc, à ce moment-là, je pense que ça ferait suffisamment peur aux décideurs dans ces organisations publiques-là pour agir de façon cohérente et justement protéger adéquatement les informations des citoyens en l'occurrence. Donc, d'aller beaucoup plus loin. Puis ça fait pas, c'est pas sans rappeler la nouvelle que j'avais prise de Corbyn qui disait que la France fait
piètre figure au niveau de la fuite de données, au niveau des organismes publics notamment. Donc, je pense que l'imputabilité est un levier beaucoup plus puissant et dissuasif, puis amener les actions aux bons endroits qu'une punition monétaire, surtout pour un organisme comme ça. Fait que bref, mon take, revenez-moi si vous avez des meilleures idées. Si vous trouvez que je suis complètement dans le champ, parce que c'est celle-là, je suis en tout cas, bref. C'est mon opinion. Puis c'est un peu le plaisir que j'ai en produisant ce volet d'actualité. Puis échanger, parce que j'ai eu quelques échanges en privé qui ont lieu sur les différents sujets que j'aborde ou les opinions que j'aimais. Ça l'amène le débat, c'est très intéressant, puis ça me nourrit parce que ça me permet d'amener mon opinion plus loin. Et j'espère que ça l'aide aussi à vos opinions, puis à vous faire une idée sur ce qui se passe à travers vous, soit de confirmer ou d'infirmer. Bref, dernière nouvelle de cette section-là, Apple ajoute une fonction qui rend plus difficile de localiser de façon précise les cellulaires à partir des tours cellulaires. L'article technique d'Apple n'est pas très clair sur le fonctionnement de ce que ça peut avoir. De ma connaissance du protocole cellulaire, je pense que ce n'est pas un effet de triangulation qui est cherché, mais dans le fait que les messages qui sont envoyés entre la tour et les cellulaires contiennent beaucoup d'informations. Et c'est peut-être le fait qu'il change le niveau d'information qui est échangé qui rend moins précis la localisation du téléphone. Dans les faits, les compagnies cellulaires n'ont pas tant besoin de savoir qui est où, mais en même temps, normalement, les tours doivent voir tout le monde sur son territoire, donc ils sont capables quand même de trianguler la position. Fait que ça me rend un peu perplexe. Comment ça peut être fait à partir du propre cellulaire? De diminuer la précision de la localisation du cellulaire. Bref, vous verrez avec le temps, il y a sûrement un chercheur qui va démontrer que ça marche ou ça ne marche pas et à faire remarquer que ce n'est disponible que dans certains fournisseurs cellulaires définis à travers le monde et avec une version spécifique du téléphone et une version du OS. Donc, c'est vraiment très, très étroit. Fait que j'ai l'impression que c'est dans le baseband qu'il y a une modification qui permet et que le fournisseur cellulaire collabore avec cet élément-là. Donc, bref, au Canada, il n'y en a pas encore. J'en ai pas vu. En France non plus, d'ailleurs. Il y avait le UK, il y avait les États-Unis, puis je crois 2 autres pays au moment où je suis allé voir la publication d'Apple à ce sujet-là. Section suivante, Blue. 1Password ajoute un pop-up quand on essaie de saisir un mot de passe qui n'est pas du site d'origine dans lequel on doit saisir le mot de passe pour rajouter une couche supplémentaire pour avertir les utilisateurs qui se mettent en danger. Déjà que la voie de mot de passe ne fait pas le mot de passe sur un site qui n'est pas le sien. Déjà, c'est déjà une chose. Pour éviter les typos et tromper les utilisateurs, le pop-up est une couche supplémentaire pour être sûr vraiment que l'utilisateur fasse un geste qui est concret, qui par automatisme ne se laisse pas berner par quelque chose qui a l'air similaire ou quelque chose qui s'en rapproche ou qui a l'air de l'apparence d'un bug dans la voie de mot de passe. Donc, de rajouter les bretelles avec la ceinture. Fait que c'est une très bonne idée parce que l'utilisateur, il faut vraiment amener l'utilisateur à mieux comprendre sa situation, comprendre son contexte pour l'aider justement à prendre de meilleurs choix. J'en parle beaucoup. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur que l'utilisateur soit partie prenante et qu'il comprenne ce qu'il fait et qu'à la limite, s'il veut se tirer dans le pied, maintenant, on ne peut pas rien y faire. Mais au moins, il y a toutes les informations pour permettre de ne pas se tirer dans le pied pour qu'il prenne une décision éclairée. Surtout que c'est compliqué, ces technologies-là, c'est des paradigmes qui sont très différents. Mes parents ne le savent pas, ne comprennent pas très bien. Dès lors, c'est justement de les amener à cheminer dans cette direction-là avec des choses, des messages clairs, faciles de compréhension par les humains. Google augmente la protection contre le vol de ses Android avec des mesures techniques connexes justement pour prendre sur dissuader le fait de voler les Android. Apple a fait la même chose aussi beaucoup. Ça a évolué avec le temps. Donc, les valeurs de revente sont très, très basses puisque c'est très difficile de les revendre une fois qu'ils ont été volés ou de voler l'information qui est à l'intérieur de ceux-ci. Donc, ça a un aspect de réduire la valeur, donc de désintéresser les potentiels valeurs de que ça devienne une cible. Dernière nouvelle de cette section-là, celle-là est un peu fascinante. C'est Microsoft va désactiver le NTLM, très vieux protocole d'authentification. Tant qu'à moi, ça aurait dû faire des lunes que ça aurait dû être désactivé par défaut. Ça, on peut toujours l'activer, mais que par défaut, ça soit désactivé ou d'amener tranquillement les gens vers une solution beaucoup plus moderne, beaucoup plus et de pousser tranquillement le marché. Et c'est une solution qui date des temps immémoriaux. Ça aurait dû être, la petite poussée aurait dû être faite depuis très, très, très longtemps et d'avoir un impact sur le marché, de le faire avancer et non de laisser le marché par lui-même. Mais bref,
ça fait partie des nombres de problèmes qu'on a. C'est pas sans rappeler que Madden a publié un Rainbow Table justement pour ces éléments-là. Fait que, bref, c'est à réfléchir. Si vous avez encore du NTLM dans vos environnements, détruisez ça au plus vite, changez pour quelque chose de moderne ou isoler ces machines-là dans la mesure où vous n'êtes pas capable, dans certains cas, des très vieux équipements industriels, par exemple, vont peut-être avoir des vieux ou de vieilles versions des systèmes d'exploitation qui empêchent l'utilisation soit d'un NTLM moderne, soit de Kerberos qui est encore plus protégé en l'occurrence. Donc, vous allez faire ce genre de choses, mais isolez-les le plus que vous pouvez contrôler parce que ce protocole-là devrait, à ce stade-ci, ne devrait plus exister dans aucun environnement. Il est désuet depuis trop longtemps. Section suivante, Red. Des plugins dans Microsoft Outlook 365 permettent de contourner un certain nombre de choses et d'exfiltrer toutes les données qui sont incluses dedans. C'est très intéressant cette nouvelle-là parce que c'est pas sans rappeler les plugins dans Chrome. C'est un vecteur d'attaque qui est en croissance. Les utilisateurs aiment avoir des plugins, des add-ins, des choses comme ça. Donc, sur l'illusion que ça ajoute quelque chose d'intéressant, ils vont être prêts à donner des accès démesurés. L'exemple du chocolat, par exemple, que les gens vont donner leur mot de passe pour le chocolat, c'est à peu près dans la même philosophie. Donc, c'est important de protéger. Et en l'occurrence, comment le fonctionnement est expliqué. C'est essentiellement, il va juste demander un accès en lecture, ce qui normalement soulève même pas d'alarme. Fait que ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter sur le niveau d'alarme, mais en même temps pas déranger l'utilisateur. Donc, il y a comme une complexité humaine à travers ça et s'assurer que les utilisateurs ne se fassent pas tromper par ce qui se passe. Deuxième et dernière nouvelle de cette section-là, c'est un peu plus calme, c'est cette semaine. C'est un excellent article de Sequoia qui parle du iClickFix, qui est un mélange entre l'usage de plugins ou add-on WordPress vulnérables avec des techniques de social engineering à la ClickFix. Tout ça mélangé ensemble permet d'avoir un vecteur très intéressant. J'en parlerai pas plus que ça. Allez lire juste parce allez lire l'article, c'est dans les show notes. Ou en tout cas, l'explication, ça ne ferait pas justice à la qualité du travail qui a été exécuté dans l'analyse qui a été faite. Fait allez lire, puis j'espère pouvoir les revoir prochainement sur le podcast, justement pour parler de papiers comme ça qui publient, qui sont, à mon avis, très, très intéressants. Puis ça nourrit ma connaissance de tout ce qui se passe. Et ça me sert beaucoup professionnellement, ces discussions-là. Avant-dernière section, Legalize in Politics. Je commence par le fait de Grok. Grok s'invite encore à la conversation. C'est encore un gros problème. C'est encore une cochonnerie. Heureusement, là, l'Europe a fini par se déniaiser puis de commencer à aller enquêter sous le principe du DSA. Dans ce cas-ci, ils ont été excessivement lents avant de réagir pour s'activer, contrairement au UK qui bouge beaucoup plus vite, qui a bougé beaucoup plus vite en l'occurrence. Je trouve que ce traînement de pied-là est assez dérangeant globalement. Puis c'est cette espèce de contradiction sur le fait que on essaie de limiter la pornographie juvénile le plus qu'on peut, ou en tout cas de punir les gens qui en font. Et on se retrouve avec ça qui en fait de façon industrielle, puis c'est pas. Les gens se traînent les pieds. Finalement, les acteurs qui pourraient utiliser les lois à leur disposition, le DSA est une très belle loi dans l'occurrence pour ça, ne les utilisent pas à la vitesse dans laquelle on pourrait s'attendre dans un contexte comme celui-là d'avoir ce type de réaction-là. Donc, ça me dérange énormément. La nouvelle suivante à propos de Grok, ben là, c'est un article qui parle plus de comment les femmes vivent le fait d'être dénudées par le AI et à quel point c'est invasif, c'est intrusif dans leur vie, c'est à certains égards, c'est une dépossession de leur corps. C'est très dérangeant à quel point on n'a aucune considération sur la place de la femme dans notre société moderne, à quel point tranquillement on est en train de reglisser dans des stratégies qui sont très toxiques pour les femmes. Donc, ça me dérange énormément. En plus que ça vient comme en même temps banaliser l'usage toxique du corps de la femme. Bref, tout ça me dérange énormément. Fait que c'est pour ça que j'en parle encore parce que je suis très dérangé par cet état de fait-là et à quel point on n'agit pas. Certaines lois sont en cours de vote ou en cours d'élaboration ou sont déjà adoptées pour justement encadrer, criminaliser ce genre d'usage-là. Donc, j'espère que ça va avoir un effet réel et ralentir, voire exterminer. Et il faudrait que les plateformes soient tenues responsables de plus en plus
à ce genre de fonctionnement-là, je crois qu'on n'est pas dans un contexte je pense que c'est section 230 qui protège les compagnies, les transporteurs de contenu, de ne pas être responsable du contenu qu'ils transportent, mais en l'occurrence, Grok ne transporte pas du contenu. Grok génère du contenu sur la base de requêtes des utilisateurs. Donc, on n'est pas exactement dans la même zone. J'espère, je sais qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis de ce côté-là, j'espère que ça va avoir un effet parce que on va vraiment pas dans un bel espace pour les droits humains de ce qui s'en vient, et l'égalité et tout ce que les valeurs qui, je crois, en tout cas, qu'en Occident, nous tiennent très à cœur. Trump est en train d'atténuer des lois sur la protection des logiciels, le développement sécuritaire, le SBOM de l'ère Biden. L'article est très mitigé sur l'effet que ça a, parce que certains disent que de la conformité, c'est pas de la sécurité. Effectivement, c'est un peu ça que ça servait, sauf que ça amené des balises minimales qui, je crois, même si c'est pas parfait, vont quand même monter le niveau de l'eau. On l'a vu avec PCI DSS, la première itération était complètement farfelue. Les gens en sécurité étaient excessivement outrés du fonctionnement parce que ça ne répondait pas aux besoins de sécurité. Par ailleurs, avec les années, ça a monté le niveau de l'eau. Donc, globalement, la plupart des structures de paiement ont augmenté leur niveau de sécurité à un niveau qui est beaucoup plus intéressant, même si c'était pas parfait au début. Donc, je préfère une règle non parfaite qui amène à avancer que pas de règle du tout puis laisser n'importe quoi, parce que clairement, le n'importe quoi ne nous amène pas à un bon endroit à l'heure actuelle. Ce qui amène à la nouvelle suivante aussi, où tout l'espace où les Américains, ou les États-Unis pour les Américains, sont en train de s'affaiblir au niveau cyber. Et c'est essentiellement ce que l'article mentionne, c'est que c'est fait, c'est de leur propre faute. Le sous-investissement depuis l'ère Trump, la non prise au sérieux des différentes menaces qui sont en place, et le fait que les Chinois n'auront pas aucune attaque sophistiquée, ils vont rentrer par la porte en avant, ils vont voler les choses, puisque la structure de cybersécurité aux États-Unis est tellement mal foutue que c'est même trop facile. On l'a vu dans plusieurs, depuis la dernière année, comme il faut, il y a eu plein d'éléments qui ont eu lieu de ce côté-là, donc qui ont démontré à quel point ne sont pas tout à fait à la bonne place. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce serait peut-être amener une réflexion au niveau américain, puis je ne sais pas dans l'administration actuelle, c'est l'espace pour ça, mais au moins. Et comme Canadien, je trouve ça très dommage que les États-Unis se désengagent à la cybersécurité, puisque ça a un effet sur tous les autres pays de l'Occident, puisque c'était quand même un phare important. Juste parce que ces publications du NIST, par son financement du MITRE, par toutes ces structures-là qui mettent en place, plus toute la place du CISA aux États-Unis sur l'action et l'activisme cybersécurité, le partage d'informations. Donc, tout ça est en train de tranquillement s'effondrer. Donc, on est en train de perdre, je pense, un appui très fort au niveau de cybersécurité par le désintérêt de la présidence actuelle. Les deux dernières nouvelles, c'est la Finlande et la France passent des lois, ou sont en train de passer des lois pour interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, moins de 15 ans. Bref. Justement sur la base qui copie le style de l'Australie. Je suis très favorable à ça parce que je crois, et les études le démontrent bien, c'est même au-delà de mes croyances, les études le démontrent bien, les effets toxiques des réseaux sociaux sur les enfants, sur leur développement, leur incapacité à interagir, à négocier, à faire face à la frustration, comme les plus vieilles générations, notamment la mienne, ont été confrontées, et apprendre à négocier en société à partir de places beaucoup plus complexes et face à face avec d'autres humains, et pas juste caché à travers son écran, donc les amener à cet espace-là. Fait que c'est très important. C'est sûr que dans un Internet dans lequel on est à l'heure actuelle, où chaque pays est autonome, on peut parler de la loi sur les VPN dans l'Angleterre parce que ça suit la loi du blocage sur les réseaux sociaux pour les adolescents. Essentiellement, fait que c'est un peu le même principe pour pas que les adolescents contournent les règles. Par ailleurs, on ne peut pas espérer que ces règles-là soient parfaites. Ça, c'est un peu un problème du discours des gens en cyber, que si c'est pas parfait, ça ne sert à rien. Vaut mieux bloquer 80% des gens et de limiter l'accès à un certain nombre de choses que d'aller dans un contexte de blocage absolu. Ça a d'autres conséquences quand on va en blocage absolu. Donc, au moins de réussir à appliquer un message social, d'avancer comme ça, d'aller vers une position beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine socialement, et de faire que notre cohésion sociale se fasse en dehors de nos écrans, des interactions humaines. Ça a de la valeur. Puis ça vient d'un gars qui était introverti puis qui n'est pas de temps
dans le contact et de la socialisation, mais il demeure qu'une certaine quantité est quand même nécessaire, même pour un introverti. Donc, pour les extravertis, c'est encore plus nécessaire ce contact-là réel, physique, dans le vrai monde avec les vraies personnes. Dans la section divers, Kevin Moreau fait juste une boutade sur le fait que si on veut se créer une couverture ou créer un prix, on a juste à payer un magazine, je ne m'appelle plus le nom en question, sur lequel on peut avoir un prix qui nous est discerné pour un sujet X. Dans quel cas, on est dans un univers, on est capable de payer pour avoir l'air d'un expert, c'est vraiment étrange. Ça me fait beaucoup rire par ailleurs. Là, cette nouvelle-là, je la partage. Et dernière nouvelle, c'est le DOJ qui a sorti des informations sur le fait que Epstein avait embauché un almighty hacker. Fait que c'est très drôle de savoir que cette personne-là avait dans son staff un hacker. J'ai trouvé ça l'idée très farfelue d'un coup, mais en même temps, ça nous ramène sur le fait que même à l'époque d'Epstein, il y avait cet espace-là où c'était peut-être intéressant de commencer à casser des systèmes. Puis cette personne-là était effectivement très influente. Donc, j'ai l'impression qu'elle avait besoin de compter un certain nombre de règles justement pour arriver à cette chose-là. Ça complète pour cette fois-ci. J'ai parlé vite. J'ai eu pas moins de nouvelles justement par le fait même que j'étais en formation. J'ai pas eu beaucoup de temps pour filtrer tout ce que j'avais à filtrer, à lire tout ce que j'avais. Ça fait le tour. J'espère que vous aimez toujours la formule. Continuez à me donner des commentaires en privé. Principalement, c'est ce que vous me faites pour le moment. Très intéressant. Ça alimente ma façon de livrer le contenu. Ça alimente mes opinions parce qu'il y a beaucoup de mes opinions à travers ça parce que c'est un peu un éditorial sur l'actualité de ce que je fais finalement. Un peu plus général, contrairement avec ce que je fais avec Cyberstoin qui est plus dirigé. Bref, bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.